Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier puisqu'il s'agit de mon podcast consacré à la journée mondiale des obésités. Et donc pour cela, j'ai décidé de vous livrer le témoignage d'une patiente souffrant de cette pathologie chronique, Madame Alina Constantin. Et donc j'espère que ce podcast vous intéressera et vous plaira. Et n'hésitez pas donc à le liker, à le partager et à vous abonner à Nutrition Sport Health. Bon visionnage. Usagers représentants d'usagers et patientes à la Haute Autorité de Santé dans un groupe de travail sur le guide du parcours de soins en surpoids et obésité de l'adulte. Donc, ce sont des travaux qui se sont étendus depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et les derniers travaux vont être publiés début mars, donc peut-être même autour de cette journée de l'obésité. Et je suis aussi présidente du conseil patient à la Ligue contre l'obésité, à la Ligue nationale contre l'obésité, sachant qu'il y a trois conseils, donc un conseil scientifique, un conseil opérationnel et un conseil patient. Donc à ce titre, moi je représente les associations de patients qui sont adhérentes à la Ligue nationale contre l'obésité. Et je suis aussi dans une association locale de patients qui s'appelle Sekidis, le Cercle des kilos disparus, donc qui est en Gironde. Et j'ai été présidente de cet asso pendant 5 ans et aujourd'hui je suis présidente adjointe. Bon, il y a d'autres choses. Je suis vraiment investie dans le monde associatif, y compris à l'international, où je représente également la Ligue, notamment dans la coalition européenne des personnes vivant avec une obésité. Et à ce titre, je participe dans des congrès internationaux, dans des sommets dédiés aux patients ou à l'obésité, voilà, comme le Congrès européen de l'obésité. Tu en fais, tu en fais des choses pour ce combat, c'est très bien, très honorable de ta part. Moi, donc, ce qui m'intéressait dans ce podcast, c'est d'un peu d'avoir ton témoignage en tant que patiente sur justement cette situation qu'est l'obésité. Peut-être rappeler quelques chiffres clés. Donc, depuis 1975, enfin, le patient atteint d'obésité a triplé dans le monde. En France, on est actuellement à 17% de la population qui en souffre. Mm. Donc voilà, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton témoignage par rapport à la maladie, à cette pathologie chronique? Je t'en prie. Oui, et d'ailleurs, ces 17%, on ne se rend pas vraiment compte, mais ça représente 8,5 millions d'adultes, donc rien que les adultes, qui sont en situation d'obésité aujourd'hui en France. Et ce nombre ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire que pour moi, il est sous-estimé. Ce sont des chiffres de prévalence de 2020. Voilà, et on sait que les prévisions pour 2035 2030-2035 sont autour de 30% en France. Ce qui est un peu catastrophique. On va pas se Et mentir. encore, la France est un des bons élèves parmi les pays européens parce que c'est bien pire ailleurs. Voilà. Et les Bah, choses ne font c'est clairement que les, s'aggraver, quoi. c'est clairement les pays anglo-saxons qui souffrent le plus de cette pathologie. Mais du Mm. coup, je voulais un petit peu avoir voilà, ton Le bloc histoire. Est aussi, le bloc Est aussi, parce qu'en fait, il y a vraiment un lien extrêmement fort entre, on va peut-être en rediscuter à un autre moment, mais entre le gradient social, le niveau socio-économique des personnes et l'obésité. Voilà. Donc, ouais, c'est... Mais voilà, raconte-nous un petit peu l'histoire de ta pathologie, comment ça a débuté, comment tu l'as vécu, enfin, quelle interaction tu as eu avec le système de santé en France. Voilà, un peu, explique-nous. Je vais faire ce qu'on appelle une anamnèse très rapidement quand même parce que il s'agit de plus de 40 ans de vie. Et pour ma part, enfin, j'aimerais apporter ce témoignage pour dire que, en fait, l'obésité,
est une maladie plurifactorielle complexe et avec un historique qui n'est pas le même selon les personnes, mais très souvent, ça débute avant même le début de la vie, en fait, en périnatal et par rapport aux facteurs génétiques, par exemple, ou par rapport à la période de la grossesse. Et ça a été le cas pour moi parce que, en fait, dans la famille, j'ai une grand-mère qui a été en situation d'obésité, elle-même suite à un traitement hormonal qu'elle a fait pendant sa jeunesse pour avoir mon père. Et en même temps, ma mère, elle souffrait enfin, elle avait des troubles de comportement alimentaire pendant la grossesse qui s'apparentaient à de l'anorexie boulimie. Ce n'était pas extrêmement grave, mais ça a quand même eu, je pense, un retentissement sur mon développement, puisqu'elle faisait voilà, un peu le yo-yo entre des périodes où elle ne mangeait pratiquement rien et des moments où elle mangeait des aliments sucrés, des bonbons, des gâteaux. Voilà, donc ça a été pendant la grossesse avec un énorme stress, puisqu'elle était par la force des choses séparée de mon papa. Elle travaillait dans une autre ville à ce moment-là, donc ils n'étaient pas ensemble. Donc, ce n'était pas une situation simple à vivre pour elle. Et ensuite, une fois que je suis arrivée au monde, elle n'a pas réussi à avoir un congé maternité long. Donc, j'ai été laissée toute seule très vite dans les premiers mois de vie. Bien sûr, j'étais gardée par ma grand-mère, mais ma grand-mère, en fait, elle trouvait que c'était facile de me calmer en me donnant des choses à grignoter. Donc, j'ai appris tout de suite, très vite et dès le départ, avant même d'être capable de faire des choix personnels, que l'alimentation pouvait être un doudou émotionnel. Voilà. Ça, c'est pour donner quelques exemples. Quelle piste, effectivement. Et je n'ai pas développé de surpoids pendant ma petite enfance. J'étais très grande, j'ai grandi très vite, mais je n'avais pas de surpoids. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. J'ai eu un accident domestique. Je me suis ébouillantée. Et suite à ça, bah, j'ai eu un traitement très lourd. C'était un choc psychologique, physique, comme tu peux t'imaginer. Enfin, c'était dur à 8 ans. Et ça m'a vraiment donné l'impression que je n'étais pas comme les autres, qu'il fallait que je fasse attention à moi. Enfin, il y a eu beaucoup de souffrance à ce moment-là. Et donc, les troubles du comportement alimentaire tels que moi, je les ai vécus par la suite et comme je le vois aujourd'hui avec le recul, ça s'est aggravé à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, de manière compulsive, commencé à manger du chocolat, des bonbons, à ramener en fait toute situation de stress ou de souffrance, je l'ai apaisée par des prises alimentaires. Et c'est là que j'ai commencé à être en surpoids. Et j'ai été en surpoids, mais moyen, pas très grand, jusqu'à mes 13 ans. Comme je disais, je grandissais très très vite. J'étais à 13 ans, je mesurais 1,76 m et j'avais mal un peu partout parce que je grandissais vraiment Trop vite. trop vite. Et donc, mes parents m'ont emmené dans un service d'endocrinologie. Ben, c'était le meilleur du pays, et voilà, avec des très bons professionnels qui m'ont dit que le traitement, c'était des corticoïdes. Voilà, on a déclenché ma menstruation pour arrêter ma croissance. Enfin, c'était un traitement qui ne visait pas particulièrement la croissance directement, mais par ricochet. Et le problème, c'est que j'ai eu des effets secondaires. J'ai tout de suite pris beaucoup de poids. J'ai pris une dizaine de kilos dans les mois qui ont suivi. Et quelques années plus tard, j'ai développé une insulinorésistance, donc un syndrome métabolique. Et à 23 ans, j'ai déclenché un diabète de type 1. Donc, voilà, un diabète de type 1 et qui a été combiné avec du surpoids aggravé par le surpoids, par le syndrome métabolique. Et donc, la combinaison entre le diabète de type 1, où il a fallu faire beaucoup d'insuline, et
La- et tout ça, ça a donné une prise de poids constante dans le temps. Et en fait, j'ai pris 60 kilos dans l'espace de... Enfin, pris et reperdu, hein. Vous savez, Ouais, toujours encore la fameuse l'effet histoire yo-yo. yo-yo. Donc là, je résume vraiment 25 ans sur un yo-yo. Et oui, ça, c'est 25 ans, ça a été 25 ans et 60 kilos. En Euh, alternant avec, j'imagine, avec des régimes pour essayer de perdre ce poids. Et puis, et d'ailleurs, bah, en fait, comme je fais de l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est une façon de calculer l'insuline en fonction, la quantité d'insuline à injecter en fonction de la quantité de glucides qu'on mange. J'ai été obligée à être dans le surcontrôle. J'ai tout le temps été en restriction cognitive, ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire dans cette idée de contrôle de l'alimentation, d'un peu diaboliser certains aliments, d'en bannir certains, de les catégoriser, de me permettre à manger que certaines choses à certains moments. Et qui dit trop de contrôle dit aussi perte de contrôle. Donc moi, j'avais déjà une tendance hyperphagique émotionnelle par rapport à mon histoire personnelle, comme je vous avais dit, depuis le début de mon enfance. Je suis quelqu'un d'hypersensible aussi. Donc, tout se traduisait un peu par cette envie de manger qui était en conflit avec mon désir d'avoir un diabète équilibré et de ne pas prendre du poids, déjà. Et en fait, tout ce que je réussissais à faire, c'était prendre du poids tout doucement ou stagner et par moments, quand j'étais vraiment motivée, j'arrivais à perdre, aller une dizaine de kilos, mais à la fois j'en perdais 10 et après j'en reprenais 15 ou 17. Et très rapidement. C'est-à-dire que ça ne se passait pas tout doucement après la reprise. À chaque fois, les reprises après mes régimes ont été vraiment, vraiment fulgurantes, quoi, des prises de poids fulgurantes. Sur 2 mois, par exemple. Donc, je pouvais. La dernière fois où j'ai fait ça, j'ai perdu 27 kilos parce que j'étais très, très motivée pour bénéficier d'une PMA pour mon projet de maternité. Je voulais devenir maman. Et malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai été refusée malgré que j'ai perdu le poids. Donc, j'ai été refusée en PMA, ce qui est pour moi d'ailleurs un cas de discrimination, un cas de stigmatisation lié au poids. Euh, on va y revenir et, du coup sur la stigmatisation du poids. et malheureusement, voilà, donc en fait, j'ai pris ça encore une fois comme un choc émotionnel parce que j'ai investi pratiquement un an dans cette perte de poids avec régime extrêmement restrictif, avec une activité physique poussée pratiquement à l'extrême. Vraiment, je faisais du HIIT, c'est de l'entraînement à haute intensité et 4 à 5 fois par semaine. Euh, avec ce choc émotionnel, j'ai repris tous les kilos que j'ai perdus et 10 par-dessus. Donc, en fait, je me suis retrouvée à un moment donné avec aucune autre solution que de faire appel à la chirurgie. Et pour moi, c'était, sachant que j'avais un historique de troubles du comportement alimentaire et d'addiction, ce n'était pas vraiment ce que j'aurais voulu faire. Ça me faisait peur. Donc, je me suis fait accompagner en addictologie et mon parcours préopératoire a duré 2 ans. Ça a été très long. Mais c'est grâce à ce parcours en addictologie, grâce au fait que j'ai pu adresser et ne pas ignorer mon hyperphagie, que j'ai pu bénéficier d'une chirurgie. Et donc, la chirurgie s'est très bien passée, enfin très bien, plus ou moins. Disons que le bilan est positif, le bilan global est positif. Et aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup, beaucoup pratiquement tout le surpoids dont je vous ai parlé. Pas tout. Donc, je suis toujours en situation d'obésité aujourd'hui, mais je le vis vraiment très bien par rapport à ce qui était avant et sur le plan de ma qualité de vie et de mon état de santé global. C'est un peu ça, l'histoire de mon obésité. C'est pour comprendre en fait qu'on a chacun une histoire. Mon histoire n'est pas celle de la personne à côté. Il y a très peu de gens qui développent un diabète de type 1. Il y a très peu de gens qui vont avoir des effets secondaires d'un tel type de traitement et ainsi de suite. Ils sont très grands. Enfin,
Vous voyez, ça fait tout un tas de petites choses qui sont, on va dire, exceptionnelles, mais qui conduisent au même résultat. Et je ne suis pas exceptionnelle. C'est-à-dire que chacun, on a, euh, il n'y a pas qu'une seule cause, en fait, pour l'obésité. Et pour moi, cela dépasse largement cette histoire qu'on est en train de mettre en avant à chaque fois, notamment dans les campagnes de prévention, qui se basent sur le fait de moins manger ou mieux manger et de plus bouger. Ce n'est pas qu'une question d'équilibre énergétique et ce n'est certainement pas un choix personnel. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver comme conclusion sur cette première partie de mon témoignage. Et du coup, je voulais revenir avec vous sur votre parcours sur la chirurgie bariatrique. Comment est-ce qu'on en vient à envisager comme traitement, puisque c'est le seul traitement reconnu contre les situations d'obésité, en tout cas en France, comment on en arrive du coup à ce genre d'intervention très lourde qui peuvent avoir du coup des complications et des conséquences pour le reste de votre vie, donc sur le long cours? Comment on en arrive à cette situation? Euh, j'ai mal appelé un non-choix éclairé. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que non, on ne le fait pas de gaieté de cœur, ce choix. Enfin, moi personnellement, je l'ai pas fait à la légère. Comme je vous disais, j'avais plein d'appréhension, y compris par rapport à mon diabète de type 1. Je me disais, oh là là, est-ce que je vais pouvoir gérer mon alimentation? Est-ce que je vais pas être en hypoglycémie à chaque fois que je bouge? Est-ce que? Il y avait énormément, en fait, de freins psychologiques déjà, et puis aussi, on va dire, physiopathologiques. Ça ne va pas tellement ensemble. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec un diabète type 1 qui se font opérer. Donc, euh, mais c'était le choix entre vivre avec un IMC de 43, voilà, qui est vraiment conséquent, avec le risque d'avoir un AVC, un infarctus, voilà, de D'avoir tout un décéder tas de complications, quoi. prématurément. Tout à Non, fait, mais oui. rien que ça, on est en risque de mort. Enfin, c'est-à-dire que euh, j'avais énormément de pathologies et je les ai toujours, mais aujourd'hui elles sont stabilisées. Stabilisé. Mais il y a l'hypertension, il y a l'apnée du sommeil, voilà. Et bon, après, j'ai aussi une hypothyroïdie pour couronner le tout, bien sûr. Enfin, c'est une ribambelle, en fait, de pathologies qui sont associées à l'obésité. Et ça, on le sait. Ouais, On sait très qui bien que s'entrelacent et qui s'aggravent les uns les autres. les uns les autres, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce que j'ai trop mangé, parce que j'ai eu alimentation doudou. Si on voit les choses de manière très simpliste, on pourrait dire, ah ouais, on lui a appris à mal manger quand elle était petite, donc elle a mal mangé toute sa vie. Et donc, au bout d'un moment, quand elle était en obésité, ben, elle a développé toutes les maladies. Ah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il faut regarder les choses en nuances et En tout vraiment cas, en précision, quoi, pour comprendre à la fois les vraies causes. Et donc, du coup, quand on comprend les causes, on comprend comment on peut traiter. Parce que du coup, moi, j'ai traité d'abord ce qui me semblait le plus important, c'est-à-dire l'addiction. D'ailleurs, j'ai eu une aide médicamenteuse pour ça. Ça ne s'est pas fait que par la psychothérapie. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait beaucoup de psychothérapie par rapport à ça. J'ai fait surtout, j'ai été accompagnée par une diététicienne qui était spécialisée en en trouble addictologie du comportement alimentaire. et avec laquelle on ne discutait pas plan alimentaire, hein. On discutait justement la relation avec l'alimentation et avec la notion de contrôle. Donc, c'est un travail qui est vraiment très spécifique, qui était abouti et qui était approprié sur mon cas personnel. Et c'est vraiment, on n'est pas nombreux à pouvoir bénéficier de ce type de suivi, hein, je peux vous dire, Mais en tout cas, malheureusement. ouais, c'est sûr, ça, la santé, c'est compliqué parfois en France. On va y revenir, mais c'est bien de préciser qu'en tout cas, chaque patient a sa propre histoire et que
des causes différentes peuvent amener justement à cette pathologie chronique. Il y a quand même quelques chiffres qui m'interpellent, donc je les avais donnés en début de podcast. Mm. Tout de même, une pathologie qui allait en moins de 50 ans triple au niveau mondial, est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même des causes environnementales, euh, enfin, une cause en tout cas qui... il s'est passé quelque chose pour que ça Oui. triple en aussi peu de temps. Selon vous, qui est responsable au final? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les individus? Comment on explique cette augmentation soudaine, selon Alors, vous, hein? soudaine, je ne dirais pas soudaine parce qu'elle se, voilà, elle est quand même sur plusieurs générations. Mais oui, soudaine à l'échelle de l'humanité et de l'histoire de Tout à fait. l'humanité. On est bien d'accord, on est bien sur une toute petite seconde, évidemment. Mais oui, c'est parce que la société tout entière a changé. Parce qu'on est dans une société de consommation et dans une société où l'offre alimentaire est devenue ultra transformée avec des émulsifiants et des perturbateurs endocriniens, voilà, des additifs qui sont employés pour augmenter le goût, la palatabilité ou pour la conservation des aliments qui sont vraiment obésogènes. Ça, on le sait. On a en fait des études pour tout. On sait très bien pourquoi l'obésité a augmenté. Elle a augmenté parce qu'on est beaucoup plus sédentaire. Pourquoi? Parce qu'on travaille beaucoup plus de chez soi. Euh, L'être humain, auparavant, il y a encore 70 ans, 80 ans, était encore agriculteur, était encore voilà, debout, dehors, à faire des métiers un peu plus manuels. Aujourd'hui, c'est vraiment une exception. Les gens qui marchent beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Même qui sont debout vous voyez, sur leur Debout tout poste de court. travail. Mais vraiment, quoi. Donc, on est dans une situation catastrophique globale. Tout le monde est sédentaire, en fait. Ce ne sont pas que les personnes en situation d'obésité. Oui, En c'est fait, tout le c'est monde. ça que je On est voudrais faire d'accord. dire. On est, en fait, sur un environnement qui est obésogène au niveau de l'alimentation, au niveau de la sédentarité, mais pas que, aussi d'un point de vue socio-économique, c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'obésité est beaucoup plus présente dans les catégories socio-professionnelles et économiques vulnérables, et en même temps, l'obésité est un facteur de paupérisation. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on est en obésité, on est discriminé, on nous dit depuis tout petit qu'on est nul, et donc, on a tendance à ne pas arriver à notre potentiel et ne pas poursuivre des hautes études et ne pas se montrer, voilà quoi, s'auto-affirmer dans la société. Et en même temps, une personne qui a une apparence plus large qu'une autre est discriminée à l'embauche, elle est aussi discriminée pour la paye. Donc, dans une famille de classe moyenne, avec deux enfants, l'enfant qui est plus mince gagne plus que l'enfant qui est plus corpulent. Ce sont des études qui ont été faites. Et ça, dans un milieu favorisé. Attention. Donc, c'est pas parce qu'une personne est pauvre qu'elle reste pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en ce qui concerne l'environnement, voilà, donc on parle d'exposome, donc l'ensemble des facteurs qui font que on vit dans un environnement qui n'est pas propice à la santé. Il est en même temps, donc pas bon pour la santé, ça veut dire aussi obésogène. Et donc nous, les personnes qui arrivons en situation d'obésité, de surpoids d'abord et obésité, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la moitié des Français sont en surpoids ou obésité. On C'est parle vrai. d'une Et personne sur deux. pourtant, oui, pratiquement une personne sur deux est Oui, en c'est situation de surpoids en 47%. France. Et Et les le chiffres de surpoids, 2020. Donc, à mon avis, c'est en plus qu'une plus, personne sur deux. et le surpoids favorise aussi des complications de santé métabolique, d'hypertension, comme on l'a dit pour l'obésité. Oui, donc c'est aussi voilà, un déterminant de la santé.
Et donc, voilà, on est sur un exposome qui est obésogène. Point. Sauf que les personnes qui sont en situation d'obésité, ce sont des personnes qui ont une tendance, en fait, Prédisposition. à une prédisposition qui est d'ordre génétique, épigénétique aussi, euh, de prendre du poids et de souffrir de cette pathologie par la suite, qui se chronifise. Voilà. Donc, en fait, l'obésité est une maladie plurifactorielle, complexe, Chronique. évolutive et chronique. Donc, ce qui englobe, le terme qui englobe tout ce que je viens de dire, c'est chronique. Bah, d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé l'avait qualifié de maladie depuis 1945 et depuis Tout à fait. d'autres instances ont pris la décision de la classer aussi comme maladie, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'est pas d'accord dans le monde scientifique. Qu'est-ce que vous pensez, ça, de ce débat actuel, que l'obésité pourrait plutôt être un facteur de risque plutôt qu'une maladie? Euh, Là-dessus, je vais vous donner une position de personne qui vit avec cette pathologie. Pour moi, c'est une pathologie. Euh, et qui n'est pas une posture scientifique. Même si, bon, j'ai un certain degré de littératie, je ne me prétends pas être chercheur ou médecin, ou non, je n'ai pas le degré de connaissance nécessaire pour dire, oh non, mais je suis plutôt pour ou contre cette histoire. Ce que je vais vous dire, c'est que je suis pragmatique. Puisqu'on a un problème de santé publique, en fait, il faut l'adresser, d'accord? Et comment est-ce qu'on peut aider ces personnes? C'est en disant, ah non, mais c'est qu'une question de choix, c'est en simplifiant le message, ou c'est en accordant des ressources pour la recherche, des ressources pour une prévention ciblée, des ressources pour un traitement et un parcours de soins adapté pour que les gens soient pris en charge et que donc du coup, ben, leur santé globale s'en trouve améliorée. Donc, euh, le jour où une de ces deux équipes scientifiques va gagner, enfin, à mon avis, ça sera quand même l'équipe qui dit que c'est une maladie parce que, en fait, la plupart enfin, les preuves scientifiques vont quand même dans ce sens. On sait très bien que ça se chronifie. On sait très bien que c'est une maladie métabolique. On voit bien que c'est une maladie d'organes, que le tissu adipeux, pas chez tous, mais chez la plupart, une fois qu'il y a une fibrose, une fois que le tissu adipeux se modifie, donc qu'il y a plus de cellules et qu'elles sont modifiées dans leur structure, pour simplifier, c'est un processus qui est irréversible ou quasiment irréversible. C'est-à-dire qu'on peut perdre du poids, on peut ne plus du tout être en IMC au-delà de 30, même en dessous de celui de surpoids, mais on est toujours en situation d'obésité parce qu'on porte toujours la biologie de l'obésité en nous. Et que c'est récidivant, c'est-à-dire qu'on peut toujours repartir dans l'autre sens et reprendre le poids. Pour maintenir un poids qui a été perdu, il faut vraiment s'y employer. C'est pas... Et d'ailleurs, le poids, on ne peut pas le contrôler. Tout le monde pense qu'on peut le contrôler parce qu'il y a des personnes qui ont perdu du temps et qu'elles ont réussi à le garder. Oui, c'est par rapport à leur propre terrain, en fait, biologique et physiopathologiques qu'elles ont réussi à le faire et par rapport aux gestes qu'ils ont pu avoir et par rapport au changement de comportement, évidemment. Mais il faut pouvoir les soutenir de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue psychologique et social et économique aussi, quoi. Tout le monde ne peut pas, parce que, par exemple, pour maintenir une perte de poids, ils ont fait des calculs, mais c'est bon, c'est une moyenne, hein. Il faudrait être à plus de 5 heures d'activité physique modérée à intense par semaine. OK. Qui peut le faire aujourd'hui? Surtout en Bonne question. situation d'obésité. Mais bon, disons qu'on a perdu le poids et qu'on veut le maintenir. D'accord, mais ce sont des personnes qui vraiment, bah, je ne sais pas, moi, vont devenir influenceuses en santé et vont gagner leur vie en étant sur les réseaux sociaux, en montrant comment elles font du sport. Mais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas
Madame Antel qui a trois gamins qui bossent jusqu'à 19 heures du soir et qui, une fois qu'elle arrive chez elle, il faut s'occuper de la famille et puis c'est tout. Et c'est sa vie. D'accord? Ah oui, Donc, tout en à fait, fait. il s'agit d'une charge mentale, il s'agit d'une charge économique et de tout ça qui font que, en fait, c'est pas une question de volonté, c'est une question, encore une fois, d'environnement. Parce qu'on a parlé d'environnement exposant, mais on n'a pas parlé d'environnement familial et culturel et sociétal. D'accord? Donc, ça aussi, C'est là, ça oui, a ben, une importance dans mm, l'histoire de la bah, pathologie. évidemment, parce que en fait, en fonction de la culture dont on fait partie, on a des cultures qui valorisent l'embonpoint. On a des cultures qui, voilà, être une femme en embonpoint à partir d'un certain âge, ça montre que on est une maman, d'accord? Donc ça traduit la réussite en fait. Pour les hommes, pareil, d'accord? Pour les hommes, dans certaines cultures, dont la nôtre d'ailleurs, être un peu imposant, bah, c'est pas connoté négativement, c'est avoir de la prestance, ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Donc vous voyez, en fait, en plus, on est sur des mentalités qui sont fortement genrées aussi. Et dans la culture de la famille, pour une personne qui vit dans une famille où ils sont tous en embonpoint, eh ben, ils ont des freins psychologiques à perdre du poids, vous le savez, parce qu'ils ne seront plus comme les autres. Et ça pèse énormément, en fait. Si dans une famille, ils sont tous d'une certaine... Ah oui, mais moi, dans ma famille, on a tous des gros os, on est tous un peu mastoc. Voilà. Donc, ça fait tâche d'être différent et de tout faire différemment. C'est compliqué, c'est très complexe tout ça. Et d'ailleurs, il y a aussi des familles où la culture, elle est à la minceur. Donc, vous avez l'enfant ou l'adolescent qui prend du poids. Et vous avez sa mère, en général, ce sont plutôt les mères qui sont les championnes de la restriction cognitive et qui elles-mêmes luttent contre un surpoids ou des troubles du comportement alimentaire depuis longtemps et qui vont l'imposer à l'ensemble de la famille. Ça a été mon cas. Voilà, j'ai pas tout dit sur mon histoire personnelle, mais vraiment, ma mère, elle nous a imposé à tous un comportement santé qui était de l'ordre de vraiment du surcontrôle. C'était terrible. Moi, je devais me cacher pour pouvoir manger un truc sucré. Donc forcément qu'il y a eu un trouble du comportement alimentaire qui s'est développé. Ce n'est que logique. Si ma mère ne faisait jamais de dessert à la maison, vous voyez? Voilà, ça fait partie en fait et d'ailleurs de la stigmatisation intrafamiliale. On va en parler tout à l'heure de la stigmatisation, on va enclencher peut-être dessus, quoi. Ben, on peut même l'entamer tout de suite, hein. Qu'est-ce que ça fait en fait de vivre avec cette pathologie dans cette société considérée, on peut le dire, comme grossophobe? Ah oui, on peut le dire. Tous grossophobes, parce qu'on l'est tous. Et en fait, mon constat, il est là. Il est triste, mais il est là. C'est-à-dire qu'on a tous des biais liés au poids. Déjà, les personnes qui sont en situation de surpoids et d'obésité, la plupart d'entre nous, on a ce qu'on appelle la stigmatisation interne. C'est-à-dire que on nous a tellement fait comprendre que c'était de notre responsabilité, que c'était notre faute, que euh, les personnes euh, qui sont en obésité, ben, en fait, c'est parce qu'elles mangent beaucoup, c'est parce qu'elles mangent mal, c'est parce qu'elles ne bougent pas assez, c'est parce qu'elles ne prennent pas soin d'elles, parce qu'elles ne sont pas assez actives, parce qu'elles ne sont pas assez, voilà, pas assez, pas assez, pas assez bien, d'accord? Et donc, en fait, on intègre ça et on s'en veut à soi-même. Et on est aussi voilà, sur une hiérarchisation, c'est-à-dire que moi, je me suis surprise, alors que j'étais déjà bénévole pour le monde de l'obésité, je me suis surprise à regarder quelqu'un de plus imposant que moi, de plus corpulent, et de dire, ouah la vache, et d'être contente que moi, j'étais pas comme elle. Ça, c'est de la Après, on est tous stigmatisation humains interne. après. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a cette tendance à juger
des les autres. autres en fonction de notre catégorie d'appartenance à nous et on a peur de l'autre. C'est un peu comme le racisme aussi, hein, ça, c'est sur le même, La peur de l'autre, ouais. c'est la peur de l'autre. Voilà, et de la différence aussi et de ce qu'on considère comme indésirable par la société. Et comme la société, elle considère que la grosseur, ben, c'est indésirable, et voilà, donc on connaît les travaux C'est vrai sur qu'on est, ouais, on est dans une le société stigmate en qui général. On est sur une société qui stigmatise pour tout. Mais la stigmatisation liée au poids, c'est la stigmatisation la plus tolérée est et plus ancrée considérée dans notre société. la plus normale, quoi, entre guillemets. Et non, non seulement normale, mais elle est considérée bénéfique. C'est-à-dire qu'on va imaginer que parce qu'on va responsabiliser les personnes qui souffrent d'obésité, qu'elles vont changer de comportement et qu'elles vont guérir et sortir de l'obésité. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que tout ça, c'est des fausses idées, d'accord? On ne peut pas guérir de l'obésité, c'est une maladie chronique. On ne peut pas voilà, contrôler son poids. Si on contrôlait son poids, franchement, mais alors là, je serais comme ça. Et il y en aurait énormément de personnes en situation d'obésité qui ne le seraient plus aujourd'hui. C'est marrant, je donne juste une anecdote. Le nom complet de mon association de girondine, c'est qu'ils disent le cercle des kilos disparus. C'est pour rigoler sur le fait qu'en fait, nous avons tous perdu énormément de poids hein, conjointement. Donc, c'est ça. La perte de poids, elle est possible, mais on ne peut pas contrôler. Mais ça, enfin, le temps que ça rentre dans déjà dans les mœurs et que ça soit connu par l'opinion publique, il va falloir quoi? Il va falloir de l'éducation à la science. D'accord? Revenons sur la stigmatisation. Voilà, si on doit parler de la stigmatisation, ben, elle est, comme j'ai dit, sociétale par rapport au fait que, bon, on confond en fait une apparence physique avec un état de santé. D'accord? On confond le poids avec l'obésité, alors que ce n'est qu'un symptôme. On confond l'obésité avec un facteur de risque, alors que c'est une maladie en soi et un facteur de risque en même temps. Et voilà, donc en fait, elle est sociétale, elle est aussi intrafamiliale, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut avoir dans la famille tout un tas de remarques, de façons en fait d'être éduqué, de manière à ce on nous inculque en fait une certaine relation à l'alimentation, aussi à l'activité physique, aussi à l'apparence et à l'idée de succès social, d'accord? Aussi genré d'ailleurs, donc c'est combiné en fait avec le sexisme, c'est combiné aussi avec le racisme, avec voilà, la problématique de l'appartenance à une classe sociale et socio-économique, tout ça. Tout ça, ça se... euh, en fait, la grossophobie est une quintessence de plein de types de stigmatisation. Et dans la famille, oui, c'est un creuset terrible où ça se passe. Et où ça a le plus d'impact, en fait, d'ailleurs, sur la personne, parce qu'on est beaucoup plus affecté par ce qui nous arrive dans le cercle très, très proche que forcément dans la société. Il y a des personnes, en fait, qui vivent avec l'obésité, mais qui le vivent bien, justement, parce qu'elles ont eu des familles soutenantes et qui y arrivent. Parce qu'il y a quand même des gens qui réussissent dans la vie avec une obésité, encore heureux. Mais Heureusement, effectivement. voilà, ce sont des gens quand même qui ont gagné un degré de résilience assez important et qui ont réussi à s'auto-affirmer, à s'aimer, quoi, à s'accepter, à s'aimer et à se respecter en tant que personne. Et ça, c'est favorisé par un milieu, voilà, un environnement proche euh, qui soit soutenant. Et vous avez aussi, parlons-en quand même un peu, de la stigmatisation médicale, Je vais qui, justement y elle, venir. voilà. C'est un point qui m'intéresse beaucoup dans votre témoignage, vu que je suis moi-même professionnel de la santé. Et donc, je voulais Mm. savoir que si vous, personnellement, vous avez déjà senti une stigmatisation euh, des professionnels de santé dont vous avez fait l'objet de consultation. Est-ce que Vous vous pouvez voulez un répondre honnêtement. pourcentage?
Est-ce que vous... Non, mais la réponse est oui, catégoriquement. Voilà. Ok. Et toute forme de stigmatisation confondue. C'est-à-dire à partir de fausses idées sur l'obésité, fausses idées sur le poids, fausses idées sur mon comportement, enfin, jugement hâtif euh, et des remarques clairement grossophobes. C'est-à-dire en partant du biais implicite sur le poids, d'accord, de la stigmatisation implicite jusqu'à l'explicite. 80% des professionnels de la santé avec lesquels j'ai été confrontée ont fait preuve de, de grossophobie. C'est assez alarmant, mais c'est vrai que au final, peu de professionnels de la santé sont formés sur l'obésité, en tout cas en profondeur. Donc c'est vrai que c'est un chiffre énorme, mais ça me choque pas non plus dans le sens où oui, moi je connais en fait en étant diététicien et en ayant fait des études dans la recherche, ça m'étonne pas que certains, enfin, par exemple, on va prendre le cursus des médecins, ils ont Mhm. très peu d'heures consacrées à la nutrition et à la prise en charge de l'obésité. 9. Ils ont très peu d'heures. Et, Pareil du coup pour et les que autres sur le professionnels de volet santé. nutrition, sur le volet Oui, nutrition tout à fait. seulement, qui est partiel. Et donc de là, on peut facilement se dire que ben voilà, c'est pas non plus pris en compte dans le cursus pour être infirmière, pour être un aide-soignant, pour être kiné, etc. Et c'est vrai que c'est peu Mais connu du grand BTS public, mais diététique, le aussi du grand coup des drame professionnels de de santé. BTS diététique. En BTS diététique, il y a rien sur la relation à l'alimentation, sur les sensations alimentaires, sur... Ils font économie, anglais, et je ne sais pas quoi d'autre, mais ils ne font pas ça. Et il n'y a pas, voilà, il y a pas de cours en psychologie. Il n'y a pas de cours sur la pathologie obésité zéro, non, il n'y a pas. Dans le cursus que j'ai eu, moi je l'ai eu, Dieu merci. Sur Mais l'obésité? sur l'obésité, oui. Mais j'imagine ça dépend de chaque structure. Moi, donc j'ai fait mon cursus en Belgique pour la partie diététique. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peu de professionnels de santé qui sont formés à la nutrition et à la prise en charge de l'obésité, enfin des patients en situation d'obésité. Oui. Et c'est vrai que c'est dramatique. Et donc, enfin, à quel niveau est-ce que vous estimeriez la prise en charge des patients en situation d'obésité en France? Sur une échelle de 0 à 10, votre ressenti? Est-ce que les patients Euh, sont pas bien pris en charge, pas bien orientés? je ne veux pas être catastrophiste. Quand il y a une prise en charge euh, tertiaire, c'est-à-dire à l'hôpital, oui, il y a effectivement une prise en charge. Mais le nombre de personnes qui en bénéficient est infime par rapport aux besoins. Voilà, c'est ça ma grande réponse. Et en ville, franchement, c'est pour moi un parcours de soins doit être pluridisciplinaire. Il doit être coordonné, il doit être adapté à la personne, individualisé. Et c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on le sait très bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas la faute uniquement au, au manque de formation. Donc, nous avons effectivement d'un côté le manque de formation en cursus initial du corps médical, mais c'est aussi un problème de temps et de ressources. Voilà quoi, dans une consultation, nous n'avons pas de consultation qui soit valorisée comme une consultation de spécialité pour l'obésité. Normalement, ça devrait être une consultation longue et qui est remboursée à une certaine, valorisée par la Sécu à une certaine hauteur. Mais ce n'est pas le cas. C'est le cas pour les enfants, mais ce n'est pas le cas pour les adultes. Donc, en C'est fait, déjà une la prise en charge, ça devrait être le premier pas, en fait. La première chose à faire, ça serait ça, c'est de valoriser la consultation longue en obésité pour les adultes. Et là, oui, on aurait le temps d'écouter Madame Constantin sur son anamnèse depuis qu'elle n'était même pas née.
Peut-être. Peut-être, peut-être. Eh bien, je voulais du coup voir avec vous par rapport aux alternatives médicamenteuses, vu que à ce jour, seule, comme je l'avais dit, la chirurgie bariatrique est reconnue, mais depuis peu, Oui, des remboursé, recherches oui. ont, oui, voilà, remboursé, mais depuis peu, donc, des chercheurs ont découvert que des médicaments qui, à la base, étaient destinés à des patients souffrant de diabète, donc les analogues de GLP-1, pouvaient également marcher, en tout cas, sur la prise en charge de l'obésité. Mm. Et donc, que pensez-vous un peu de cette situation où finalement, ces nouveaux médicaments sont un peu détournés de leurs patients de base, si je puis dire, et donc on fait face à une sorte de pénurie, en tout cas à cause du manque de production en France et même en Europe pour ces molécules. Alors, vous avez utilisé des termes stigmatisants J'en suis désolé parce que si détourner, c'est le cas. non. Pourquoi c'est détourné? En fait, on a découvert qu'une molécule qui était initialement développée pour traiter le diabète fonctionne aussi sur l'obésité. Donc, en fait, c'est simplement un élargissement de champ d'action. Qui dit élargissement de champ d'action, dit élargissement du champ des patients à traiter. Donc, il ne s'agit pas d'un détournement, puisque pour moi, une personne en situation d'obésité n'a pas une moindre valeur en santé ou humaine qu'une personne qui souffre de diabète. Vous êtes bien d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, en fait, Mm. on doit arrêter avec cette impression que l'obésité est un choix de vie et qu'en fait, on mérite d'être malade et que du coup, ça ne vaut pas le coup qu'on fasse quelque chose pour nous. Ou Non, bien alors sûr, qu'on le mérite c'était pas moins. le. Non, mais je sais que ce n'était pas Oui, la teneur de votre propos à vous, bien évidemment. Mais c'est un vocabulaire qui est repris aussi par les médias et qui fait plus de mal que de bien. En fait, ce qu'on devrait essayer de faire, c'est d'avoir la patience pour que les entreprises en santé qui produisent ces molécules puissent arriver à une production suffisante pour traiter un nombre suffisant de patients. C'est ça qui se passe, qui c'est devrait ça qui est arriver. souhaité. C'est ça qui est souhaité. Pour moi, c'est la seule solution. Et d'ailleurs, enfin, après, on peut rentrer dans la polémique. Est-ce que ce traitement, euh, il y a un mésusage euh, de sa prescription et tout? Oui, il y a des mésusages, mais comme pour tout, évidemment, le marché de la minceur est un marché absolument hallucinant et il y a forcément des pratiques qui ne sont pas éthiques. Et donc, il y a des patients qui ne sont pas qualifiés pour recevoir ce traitement, qui le reçoivent quand même, parce qu'ils ont les moyens de se l'acheter. D'accord? Parce que ça a un coût et que ce n'est pas remboursé, réglementé de cette manière par l'assurance maladie. Donc, forcément, ça donne encore plus lieu à du mésusage. C'est en cours. C'est pas, voilà, donc nous avons eu un accès précoce pour une molécule. Ça s'est arrêté. On est sur l'année où les personnes qui ont bénéficié de cet accès précoce sont toujours en traitement. Et à la fin de cette année, donc en septembre, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va passer sur un remboursement? Est-ce que le traitement va s'arrêter? Encore une fois, il y a aussi une problématique parce qu'on sait que lorsque le traitement s'arrête, il y a un rebond pondéral, les gens reprennent du poids. Voilà. Pourquoi? Parlons-en de ça. Pourquoi le traitement de l'obésité n'est pas une solution miracle non plus? Et ce n'est pas une solution one shot, c'est-à-dire pour une fois ou pour un court laps de temps. C'est une solution coûteuse. Donc c'est pour ça aussi, hein, il y a vraiment des enjeux de santé publique et Économique. économique pour sa mise sur le marché et pour sa prescription et pour son remboursement, au vu du besoin. Parce que je rappelle, en fait, au-delà d'un IMC 35, on est 3,5 millions en France.
Donc, vous imaginez si tout le monde avait besoin demain de ce traitement, ben non, c'est sûr qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Et en plus, ça coûte cher. Et en plus, en fait, il le faut à long terme, voire à vie. Parce que c'est comme un traitement pour l'hypertension, en fait. C'est une hormone que le corps produit en quantité insuffisante et qu'on complète par un médicament pour que le métabolisme fonctionne au mieux. D'accord? En gros, c'est ça, les analogues de GLP-1. Et bah, du coup, on est dans ce processus qui est naturel. Et donc, si on l'arrête, ben, on va repasser. C'est pas comme si, oui, on a perdu du poids, donc c'est fini. Non, ça veut dire qu'on va revenir au même état de dysfonctionnement du métabolisme qu'avant le traitement. D'accord? C'est comme si on De arrêtait facto, de donner à quelqu'un du lévothyrox pour sa thyroïde, pour une hypothyroïdie. Ou c'est comme si on arrêtait, mon de Dieu, de donner de donner de l'insuline. l'insuline à un diabétique de type 1. Ben, en 2 jours, c'est plié. D'accord? Donc, en fait, l'arrêt d'un traitement enclenche effectivement la réapparition des symptômes d'avant, donc une prise de poids. Donc, il ne Ce faut qui pas n'est pas regarder souhaitable. l'idée que, voilà, il ne faut pas regarder la chose en disant, ah oui, mais c'est un traitement qui crée une addiction. Bah non, c'est pas ça en fait. C'est simplement si on l'arrête, ses effets s'arrêtent aussi. Donc, on doit être sur un suivi à long terme, comme pour tout traitement pour une maladie chronique, qui est à vie, quoi. Et pour tout dire, voilà, moi, je pense que s'il y a un moyen de pression euh, on va dire, sociétal, politique et même économique, pour que la maladie obésité soit reconnue comme maladie chronique dans nos sociétés et dans notre pays aussi, c'est si ces traitements-là sont disponibles et proposés et ils peuvent être remboursés. Pourquoi? Parce que du moment qu'on a un traitement pour quelque chose, ce quelque chose devient une maladie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Enfin, je pense que c'est assez logique. Vous voyez, en fait, moi, mon point de vue, c'est juste le point de vue de quelqu'un qui réfléchit comme un patient. Moi, je réfléchis comme un patient. Je Bah, suis c'est ni justement ça économiste, qui est très ni... intéressant. Je C'est n'ai d'avoir justement le retour aucune de ces d'une personne compétences, qui a en fait. vécu avec cette pathologie, qui vit encore avec cette pathologie. Et de Oui. voir un peu comment notre société est stigmatisante et ne leur donne pas accès à un soin de qualité, en tout cas pas accès à tout le monde. C'est le genre de choses qui m'intéressait de voir avec vous. J'ai envie de compléter quelque chose sur le traitement qui est essentiel à mon sens. Vous savez, là encore, je l'ai vécu dans ma chair. Je les ai tous eus, ces traitements, de toutes les marques et toutes les molécules, et j'ai eu des effets adverses. Donc, personnellement, je pourrais dire que je suis contre, ou alors que voilà, pour moi, ça ne m'intéresse pas personnellement, je ne peux pas en bénéficier, d'accord? Parce que j'ai des effets adverses. Mais pourquoi j'ai eu des effets adverses? Pourquoi je n'ai pas répondu très positivement au traitement? C'est-à-dire que j'ai perdu très peu de poids et puis finalement, j'ai fini avec une pancréatite une fois. Donc, c'était vraiment pas simple, hein. Et c'est aussi parce que on m'a prescrit ce traitement sans qu'il soit accompagné dans une logique d'éducation thérapeutique du patient, sans qu'il soit accompagné par les conseils qu'il fallait donner pour les changements dans l'alimentation, pour les changements de mode de vie, pour l'interaction avec les autres médicaments, pour l'interaction avec les troubles du comportement alimentaire. On n'a pas regardé mes troubles du comportement alimentaire quand on m'a donné ça. Or, un médicament a un effet coupe-faim et qui dégoûte de la nourriture, en fait, on passe par des phases extrêmement de vulnérabilité extrême par rapport à un TCA. Et donc, tout ça a fait que c'était un échec. Mais ce n'était pas qu'un échec physiologique, ce n'était pas l'échec en soi du médicament, c'était l'échec de la prise en charge autour du médicament. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand il va falloir que l'administration et la prescription de ces molécules soient réglementées pour que ce soit fait par des spécialistes qui sont capables de proposer une prise en charge
correcte, avec un temps de consultation long, avec éventuellement une prise en charge pluridisciplinaire, comme pour le diabète, Comme toutes les pathologies chroniques, comme dans toutes un les sens. pathologies chroniques reconnues. Sauf que là, on est sur une pathologie chronique non reconnue. Voilà. C'est le cas, effectivement. Donc, si vous voulez, pour moi, l'apparition des traitements enclenche un cercle vertueux. Et c'est ce qui me donne espoir, en fait, qu'à l'avenir, voilà, une fois que... Parce que, voilà, on sait que des entreprises en santé ont investi récemment en France pour des unités de production de ces médicaments et que ça va prendre 2 ans, 3 ans, le temps qu'on soit prêt. Bon, voilà, on attend. Et puis après, j'espère que on n'attendra pas que la prévalence soit à 40% dans la population pour reconnaître l'obésité comme une maladie et vraiment dépasser cette histoire de prévention. Ce qui est déjà alarmant, c'est que c'est déjà un stade épidémique, tellement enfin, ça se répand au niveau mondial. Et donc, c'est vrai que le fait que les instances de santé soient aussi peu réactives à ce sujet, en finançant pas beaucoup la recherche, enfin, je sais pas si on va dans le bon sens Mm. sur ce point de vue-là. Est-ce que vous Bah, vouliez, là aussi, vous voyez, enfin, je ne peux pas me permettre de me prononcer sur des sujets de politique ou de lobbying ou de voilà, politique publique de santé. Je n'y suis pas, je ne suis pas une spécialiste. Voilà, nous, on peut juste avoir une opinion là-dessus et dire ce que nous pensons qui devrait être juste. pour Mais les à patients, partir de là, nous ne savons pas quelles sont les forces à l'œuvre et quel est le mécanisme et le pourquoi du dysfonctionnement du système de santé. Tout ce qu'on sait que ce qui se passe aujourd'hui contribue à aggraver le dysfonctionnement du système de santé et carrément à une mise en échec de la société tout entière, puisque on ignore l'état de santé de tant de millions de gens. je sais même pas quoi dire tellement moi je suis abasourdi par cela. Est-ce que vous aviez un dernier point à aborder dans ce podcast? Euh, Vous avez encore 2 ou 3 heures à disposition, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. C'est- Non, c'est sûr que c'est toujours très court et puis on peut beaucoup parler, en fait, on peut parler évidemment de stigmatisation pendant longtemps et je pense que c'est quand même un point sur lequel on pourrait revenir. Euh, il y a eu des études qui ont été faites par des sociologues euh, qui, en fait, sont apparentées à des études qui dépassent l'obésité et qui sont sur le langage de la personne en premier. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire là où on ne va pas désigner une personne, on ne va pas l'identifier à sa maladie. Donc, on ne va pas dire cancéreux, on ne va pas dire handicapé, on ne va pas dire attardé mental, d'accord? On comprend bien qu'aujourd'hui, c'est un peu, sinon beaucoup, stigmatisant et insultant, d'accord, de faire ça. Pourquoi? Parce qu'une personne ne se réduit pas à quelque chose qu'elle a, qui est une pathologie, qu'elle soit mentale ou physique, d'accord? Et c'est la même chose pour l'obésité. Mais on n'arrête pas de dire, même parmi les chercheurs, même parmi la communauté de personnes qui œuvrent pour les personnes en situation d'obésité, ça perdure de dire obèse, personne obèse, les Je obèses. pense à un abus de langage, je pense. Pour moi, sans vouloir pointer du doigt, parce que voilà, on s'est exprimé comme ça jusqu'à maintenant et c'était sans intention de nuire, d'accord, pour certains, pas pour tous, mais pour beaucoup. Donc, je ne suis pas en train de pointer du doigt. Mais pour moi, c'est vraiment une évolution de langage extrêmement nécessaire. Il faut arrêter de s'adresser aux personnes comme étant identifiées par leur maladie. On ne peut pas dire personne obèse. On peut dire personne en situation d'obésité, personne en obésité, personne ayant une obésité, personne vivant avec une obésité, s'il faut traduire mot à mot, par exemple, du monde anglophone. Et
et voilà. Et aussi ne pas utiliser des termes qui peuvent euh, être perçus comme dégradants ou très alarmants par les personnes. Par exemple, morbide. Il ne faut pas dire obésité morbide. Comorbidité. Mais ça, en plus, c'est dans la classification officielle Mais bien des sûr, obésités. mais ce sont des évolutions de langage pour lesquelles je milite parce que, en fait, si il a été démontré que ça joue beaucoup sur l'accès aux soins. C'est-à-dire que les personnes qui se sentent mal par rapport à l'usage de ce langage vont moins chercher à se faire soigner, vont chercher à changer de médecin, et s'ils ne trouvent pas, ou même dès le départ, ne vont plus chercher de l'aide. Et ce, pour tous les aspects de la santé, ce n'est pas juste pour perdre du poids. Donc, en fait, c'est un déterminant de santé que d'utiliser le langage de la personne en premier. Pour faire un raccourci, hein. C'est vraiment important pour moi. C'est pas juste une lubie, c'est pas une mode, c'est pas juste parce que des gens ont fait des études dans leur coin et que c'est intéressant de savoir. Non, ça a un réel impact sur la santé des personnes. Et Bah, si je voulais donner, en fait, pour finir, j'aimerais beaucoup m'adresser aux autres personnes parce qu'on a été pas mal négatifs dans l'idée de stigmatisation. Et oh là là, et on est des victimes et on est au milieu d'un carcan et de règles et d'injonctions qui sont contradictoires. D'un côté, on vous montre tout un tas de trucs à manger qui sont appétants, qui sont emballés, qui sont de couleur rouge et tout ça, très attrayant. Et d'un autre côté, on vous dit mais ne mangez que de la salade et bougez. Euh, J'aimerais donner ce conseil-là. En fait, nous pouvons être des facteurs de changement nous-mêmes. Si nous avons compris qu'en fait, il ne s'agit pas de notre faute, si nous avons compris qu'il s'agit d'une maladie chronique, il nous incombe de demander de l'aide auprès des professionnels de la santé, de le solliciter. On sollicite cette aide. Et quand elle ne vient pas de la manière dont on le souhaite, si on comprend qu'il y a voilà, une méconnaissance de la maladie ou qu'il y a quelque chose de stigmatisant, ou que dans l'anamnèse, on ne s'intéresse pas vraiment aux choses qui comptent, c'est-à-dire l'histoire familiale, l'histoire psychologique, le contexte, la relation avec l'alimentation, les traumas, parce qu'on sait très bien que l'obésité a des origines traumatiques et dont les agressions sexuelles ne sont pas les moindres. Donc, en fait, il nous incombe aussi à nous de nous auto-affirmer de manière bienveillante, de manière calme, voilà, posée, mais d'expliquer qui nous sommes, de faire appel à cette médecine narrative dans laquelle on s'exprime dans la relation avec les soignants et on leur demande d'accueillir notre histoire. Et aussi auprès des autres, je veux dire, c'est pas seulement auprès des médecins, mais dans la relation avec les médecins, je veux dire, c'est essentiel parce que c'est ça qui va faire que peut-être on va avoir un meilleur état de santé et en ayant un meilleur état de santé, peut-être en gestionnant au mieux notre poids avec des objectifs atteignables et tout ça, avec des, des mesures hygiéno-diététiques combinées à des traitements et autres options de thérapeutiques, on arrivera à mieux vivre avec cette pathologie. Et donc, si on vit mieux avec cette pathologie, on aura une meilleure estime de nous-mêmes, on aura plus d'énergie. On le sait très bien, ça aussi, ça a été démontré par les études. D'accord? On pourra se réinventer. En fait, ce n'est pas parce que nous sommes stigmatisés que c'est la fin du monde. Évidemment, c'est c'est ça, il dur, faut pas être fataliste. mais voilà, gardez en tête que nous pouvons vraiment nous Être auto-représenter acteur de la prise en et charge. pas nous accepter, parce que nous accepter, ça veut dire malgré que ça ne va pas. Non, non, c'est nous aimer. Nous devons nous aimer comme chacun a le droit de s'aimer. Nous avons aussi le droit de nous aimer et d'être content avec qui nous sommes et de vivre à notre plein potentiel sur tous les plans, y compris celui de la santé. Voilà, comme s'il fallait un mot C'est un de très fin, je beau pense que c'est message. celui-là. Bah, je pense ouais, c'est un très beau message. En tout cas, merci pour votre témoignage sur la question et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci pour cette opportunité, c'était génial. Au revoir. Pas de problème. Au revoir.